D'abord, vous rassurer, avec le climat que l'on connaît en Belgique pour l'instant, vous pourrez encore prendre des verres à la terrasse à la fin de la soirée, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ravi de me retrouver avec vous ce soir, et surtout, c'est toujours un plaisir pour un responsable politique de se retrouver avec autant de journalistes qui participent à une soirée. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais c'est un élément comme un autre. Je suis là aussi très heureux comme téléspectateur. Je dois dire, Aléa Salamé, que j'entends plus souvent Martin Buxan en radio pour des raisons évidentes belgo-belges, mais par contre, j'ai eu le plaisir évidemment de suivre votre parcours télévisé. Et dans ce parcours télévisé, je reconnais que j'ai d'abord suivi essentiellement les prestations dans Les Pas Couchés. Ça, c'était sans aller jusqu'au bout de l'émission, mais en regardant toujours au moins une partie assez large. Et puis évidemment, le parcours d'émissions politiques, même s'il y a eu des invités politiques avec parfois des questions ou des réactions un peu vives de votre part pendant ces émissions Les Pas Couchés, mais surtout le parcours pendant les présidentielles. Et vous avez donc eu la chance de vivre en direct un des feuilletons télévisés les plus extraordinaires de ces dernières années sur le plan politique, quand on a vu les rebondissements qu'on a beaucoup suivis ici en Belgique de l'élection présidentielle française, qui heureusement a quand même abouti à faire désigner un président français qui accepte de parler de l'Europe et de défendre des idées européennes, ce qui chez nous est un élément important, mais qui en France est assez rare. Et puis voilà, on avait parlé de culture ce soir, et j'ai eu l'occasion de découvrir quelques fois, je ne dis pas chaque numéro, mais stupéfiant. Et c'est un mélange, effectivement, de genres. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que quand on parle politique, culture et journalisme, j'ai la chance, en m'occupant des affaires étrangères, de m'occuper aussi d'institutions culturelles en Belgique, que ce soit l'Opéra, la Monnaie, mais aussi l'Orchestre national et Beaux-Arts, une autre institution qui organise aussi, comme ici, des expositions. Et puis d'avoir de temps en temps des conflits avec l'Hexagone, puisque ça fait maintenant, je dirais, 13 ans, je crois 12-13 ans, que j'ai lancé dans une autre vie, dans une vie de ministre des Finances, ce qu'on a appelé le tax shelter, c'est-à-dire un financement par le secteur privé du cinéma. Ce qui nous vaut le plaisir d'avoir un certain nombre de coproductions réalisées avec la France, ici à Bruxelles ou dans l'ensemble du pays. Et juste, puisqu'on parlait de culture, je veux dire que c'est ce qui nous vaut maintenant d'avoir dans chaque région du pays des sociétés qui simplement fournissent à des producteurs ou à des réalisateurs des décors d'intérieur ou d'extérieur. Parce que le tax shelter, c'est un investissement fait par des entreprises avec comme conséquence qu'il faut réaliser une partie du produit en Belgique pour bénéficier d'un avantage fiscal. Alors ça nous a permis de voir que, par exemple, c'est à Bruxelles qu'on trouve la réplique la plus proche du Palais de Monaco. Nicole Kidman est venue tourner Grèce de Monaco, ici, c'est sûrement la mer, le soleil qui était le plus frappant. C'était dans le palais de l'ancien gouverneur du Brabant. Ça vous donne une idée. Quand Michel Blanc remet des médailles à des policiers dans Red Dingue, il le fait dans mon bureau, au Palais d'Egmont, parce que Danny Boone est venu tourner au Palais d'Egmont et donc est venu organiser le ministère de l'Intérieur français au ministère des Affaires étrangères belge. Et puis ça nous vaut même, mais ça c'est pour d'autres raisons, c'est le climat essentiellement de Bruxelles, d'avoir de plus en plus de réalisateurs ou d'acteurs français présents dans nos communes bruxelloises. Et plutôt de ce côté-ci de la ville, je crois que le dernier arrivé est Christian Clavier, après toute une série d'autres. Mais c'est le Thalys, la proximité de Paris, le climat et la qualité de vie à Bruxelles, évidemment, qui justifie cette présence. L'annonce par un candidat président de la République il y a un peu plus longtemps de vouloir taxer à 75% les revenus de plus d'1 million n'a eu aucun impact sur leur décision. Voilà, pour le reste, comme je veux vous laisser la place, je ne vais pas, Martin le sait, désobligeant, donc je ne vais pas vous donner le fond de ma pensée sur l'autre sujet qui n'était pas alors politique et culture, mais politique et presse. Ça nous prendrait trop de temps. J'espère simplement qu'on va prendre l'habitude dans le monde francophone, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, d'utiliser parfois des mots français très simples. Je voudrais préciser que des fake news, ce ne sont jamais que de fausses nouvelles. Donc on peut peut-être s'habituer de temps en temps à utiliser le mot, d'autant que c'est plus compréhensible pour le public, ce débat. Pour le reste, non, c'est vrai qu'on a partout une certaine tension entre la presse et les responsables politiques.
Moi, je suis ravi quand on peut faire deux choses, en tout cas. Donner du temps, et vous l'avez fait dans un certain nombre d'émissions, permettre qu'un responsable politique, bien sûr, se voit poser des questions parfois très, très délicates ou dérangeantes, mais ait le temps de répondre et de ne pas être dans des formats particulièrement courts. Et puis, quand on organise des débats, surtout de le faire en face à face, pas de le faire avec un très grand nombre de participants, ce qui tue aussi la démarche. Quand on arrive à faire ça, je pense qu'on peut vivre, en tout cas dans le monde de la télévision et de la radio, en bonne entente. Avec la presse écrite, ça c'est autre chose. La plupart des quotidiens ont leur orientation. Et là, la seule chose qui me dérange, c'est quand ils ne l'affichent pas fièrement. Autant quand on a une orientation politique, le dire et l'annoncer. Quand je vais à Paris, si j'ouvre Libération et juste après le Figaro ou l'inverse, j'ai une assez bonne vision de ce qui se dit de gauche à droite ou de droite à gauche dans la vie politique parisienne. Voilà, c'est un peu ces débats-là. Pour le reste, non, je dis que ça nous mènerait trop loin parce que nous avons, nous, nos tensions chez nous, mais je rentre de New York et je peux vous dire que quand vous regardez Fox News, même si sur Fox News, il arrive à une journaliste probablement de déraper, je ne sais pas si vous avez vu l'arrivée de Donald Trump à Singapour, quand une journaliste de Fox News annonce que c'est « a meeting of two dictators », c'est quand même un peu surprenant. Sur Fox News, on qualifie Trump de dictateur, c'est pas ce qu'on attendait. Mais j'ai appris depuis déjà plus d'un an que de l'autre côté, quand on regarde CNN, toutes les 30 secondes, il y a un message négatif sur Donald Trump. Bon, c'est pour cela que l'on parle de Clinton News Network, je présume, plutôt que d'utiliser la formule habituelle. Alors voilà, ça nous mènerait trop loin de faire le tour du monde sur le sujet, mais je serais ravi d'en reparler à un moment donné avec vous. Moi, je laisse surtout Martin Buxan mener, à mon avis, la suite de la soirée, même si d'habitude, il est surtout plus percutant en début de matinée. Mais on va voir maintenant si c'est aussi possible en soirée ou s'il commence déjà à atterrir. Bonne soirée en tout cas. Ah voilà, ça ira mieux. Ah, c'est mieux ça, non ? C'est mieux là. Voilà, c'est mieux. De manière informelle et détendue, puisqu'on est vendredi soir. Alors on est ravis de vous avoir ici, avec nous, d'autant plus qu'on vous connaît plutôt bien. Didier Renders l'a dit, les Belges, les francophones, du moins, sont très très branchés médias français. On regarde les JT de France 2, de TF1, on suit les campagnes présidentielles avec passion. Et puis on voit même défiler les candidats ici à Bruxelles, les uns après les autres. En général, d'abord parce que la communauté française de Belgique elle est très importante. Et puis surtout, c'est pas les plus pauvres des exilés français qu'on a, et c'est toujours utile pour lever quelques fonds. Alors, on va commencer peut-être avec le début, c'est-à-dire votre parcours à vous, à toi, Léa Selamé, votre enfance, votre éducation. Tu es d'origine libanaise. Il faut choisir le tutoiement ou le vouvoiement. Tu es né à Beyrouth en 79. Moi, j'ai fait mes petits devoirs sur Wikipédia. Et ton papa, Ghassan, était ministre de la Culture au Liban. Qu'est-ce qu'il t'a transmis comme valeur et comme centre d'intérêt, finalement ? Bonsoir, d'abord. Je vais répondre à ta question dans un instant. Bonsoir à vous, merci pour votre petit mot introductif et puis merci d'être là. Je veux d'abord vous dire que je suis très touchée d'être là ce soir parce que j'aime beaucoup votre pays, parce que j'ai des liens depuis l'enfance avec votre pays de par ma famille, et je voudrais saluer mon oncle qui est là ce soir et qui a vécu en Belgique bien 40 ans, depuis 40 ans maintenant, non ? Ça fait à peu près 45 ans, voilà. Et je suis très heureuse et un peu bouleversée d'être là parce que c'est sur l'invitation de ma sœur. Donc c'est un peu familial. J'étais pistonnée pour être là ce soir par ma sœur et qui s'occupe de cet magnifique endroit depuis plus d'un an maintenant. Et j'ai eu la chance de venir enfin voir l'exposition Mélancolia qu'elle a organisée, qui est sa première exposition. Et c'est vrai que j'ai été très bouleversée par la beauté de l'exposition, par la force de ces œuvres mélancoliques qui vous arrachent quelque chose, qui provoquent des choses assez fortes. Donc tout ça pour vous dire, et puis pour vous dire, j'aime beaucoup votre pays. Et puis je travaille tous les matins à la radio sur France Inter avec une Belge que vous connaissez bien, qui s'appelle Charline Vonnenecker. Vizorek aussi. Alex. Et Alex Vizorek également, les deux.
Mais c'est vrai que Charline, on a tous les matins, je fais donc l'interview de 7h50, qui est ton pendant, avec principalement des hommes politiques français, mais pas seulement, aussi des artistes, des écrivains. Et elle vient juste avant le journal de 8h. Je ne sais pas si vous avez une pastille humoristique, vous. On en a une, mais après nous. Ah, voilà. Et donc, voilà. Et Charline vient à ce moment-là. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir cet accent belge tous les matins où elle dit « huit ». Et ça nous fait marrer à chaque fois. Et non, pas une fois, 8, c'est ce truc qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que mon père m'a appris ? Dans le parcours, oui. Mon père m'a appris avant tout l'exigence. Mon père nous a élevés, ma sœur et moi, à la dure. Et je crois que je ne serais pas ce que je suis s'il ne nous avait pas élevés comme ça. Il nous a élevés dans une exigence folle. Je me souviens que quand je suis passée en 6e, je devais avoir 11 ans, mon premier bulletin de notes arrive et je devais être, je sais pas, 8e ou 10e de la classe. Il a lu le bulletin, il a lu les notes, il en a fait une boule de papier comme ça, de foot, et il s'est mis à jouer au foot dans le salon en disant c'est nul. On est dans les 3 premiers ou on n'est pas. Donc c'est comme ça que j'ai été éduquée, avec cette exigence-là. Heureusement qu'il y avait ma mère qui est là ce soir, pour nous apporter la douceur, la légèreté, une forme d'humour et une forme de relativité, parce que c'est vrai que j'ai vraiment grandi avec cette exigence-là. L'élitisme, alors ? Alors, attention, l'élitisme, c'est un mot tabou aujourd'hui, hein, c'est très, très péjoratif. Non, la volonté de se surpasser. Mon père était obsédé par l'idée, il avait 2 filles, pas de garçons, que les femmes devaient être financièrement indépendantes des hommes. Et il était à la fois très oriental dans sa manière de nous éduquer, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'aller dormir chez les copains, les copines, parce que ça ne se fait pas. Et en même temps, il avait cette modernité occidentale qu'il était obsédé par l'idée qu'on ne dépende jamais des hommes plus tard, dans notre vie, financièrement. Et donc, il fallait qu'on se prouve par nous-mêmes et qu'on réussisse par nous-mêmes et qu'on gagne notre vie par nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, ma sœur et moi, ensuite. Donc, voilà. Et aussi qu'on devait prouver plus parce qu'on venait d'ailleurs et on était adopté par ce pays. Moi, je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans. Alors, justement, tu quittes le Liban à 5 ans, voilà. C'est un pays en guerre, donc j'imagine que ça marque toute une vie. Je quitte un pays en guerre. Pendant quelques mois, pendant quelques années, comme tous les Libanais, on ne savait pas si on allait rentrer ou pas. Donc on était inscrite dans les 2 écoles, dans une école à Beyrouth et dans une école à Paris. Et je pense que dans le rêve de mes parents, c'est de revenir. Ils se disaient, à la moindre accalmie, on va revenir dans notre pays, puisque ce n'était pas notre pays, la France. Et puis ils ont compris que la guerre allait durer et que finalement, à un moment, ils se sont dit, j'espère qu'on va leur donner au moins une éducation, au moins à l'école, et puis après on verra plus tard s'ils rentreront ou pas, mais dans un pays qui est un pays en paix. Et donc l'intégration dans les années 80, 90, en France, ça se passe comment ? Facilement, relativement facilement ou Oui et non, c'est comme tous les parcours des exilés. Moi, je venais d'un pays où il y avait le soleil, où les gens étaient chaleureux malgré la guerre, et vous arrivez dans un pays, vous connaissez la France, vous connaissez Paris, c'est très accueillant, c'est comme la Belgique. Et non, mais c'est vrai que la première impression, peut-être que les Belges qui sont là ont cette impression-là quand ils vont en France, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'hostilité d'un premier temps qu'il faut dépasser. En fait, j'ai compris assez jeune, assez vite qu'en France, en tout cas à Paris, il faut avoir les codes. Donc je me suis employée à apprendre les codes pour pouvoir... C'est-à-dire quoi, se fondre dans la masse. Pour se fondre dans la masse. Et dans un premier temps, dans mon intégration, il a fallu singer d'une certaine manière. Je voulais être plus française que française. Je voulais être plus royaliste que le roi. Et puis j'ai appris plus tard, en grandissant, après l'adolescence, qu'au fond, ma diversité, mes origines, le Liban, l'Arménie, le fait d'être arabe d'origine et en même temps chrétienne, toutes ces identités multiples, au fond, ça a fait ma richesse et ça a fait ce que je suis. Mais quand on est adolescent ou enfant, au début, on se dit, mais pourquoi est-ce que mon père ne vient pas de la Creuse ? Non, pas de Neuilly, de la Creuse. Et ma mère de la Bourgogne. Pourquoi je ne m'appelle pas Justine ? Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour moi ? Et au fond, on comprend après que c'est une chance. Alors, tu n'étudies pas le journalisme ? Non. J'ai fait du droit. J'ai fait du droit à SAS pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai passé Sciences Po. Je l'ai eu. Et j'ai fait Sciences Po. Donc, non, moi, je suis de ceux qui pensent que le journalisme... Mais je suis une des dernières qui pense ça, que le journalisme ne doit pas s'apprendre dans des écoles où on formate les cerveaux. Et qu'au fond, on doit apprendre... le culot, le pas de côté. Mais quoi, ça s'apprend sans droit, ça ? Non, ça ne s'apprend pas en droit. Mais ça ne s'apprend pas en école de journalisme. J'ai l'impression, quand je vois les jeunes stagiaires qui maintenant font tous des écoles de journalisme, ils arrivent ultra formatés. Et
je pense qu'on ne nous apprend pas, dans les écoles de journalisme, on nous apprend, il faut apprendre à penser out of the box un tout petit peu. Alors, pardon, j'ai fait un anglicisme, mais en dehors de la boîte, c'est moins clair. Mais voilà, il faut un tout petit peu apprendre à penser out of the box quand on va être journaliste, sinon on est formaté, on ne sort pas du lot. Alors je continue dans le parcours avant de venir sur les différents sujets. 2001, tu te retrouves aux États-Unis. Alors ce qui est incroyable, c'est que tu es là le 11 septembre et tu es blessé dans l'attentat. Alors voilà, j'étais étudiante à Sciences Po, j'ai 21 ans, et Sciences Po vous propose un semestre d'échange avec une université américaine. Donc moi j'étais prise à NYU, je débarque à NYU pour la première fois à New York le 25 août, et on habite à 3 blocs du World Trade Center. Et donc j'ai vécu le 11 septembre, j'étais à 3 blocs du World Trade Center quand j'ai entendu un énorme bruit, je pensais que c'était un accident de camion, et j'ai une mama black qui arrive et qui tambourine à ma porte en disant « You go down now !» Et donc je descends, je pense on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc je descends, c'était 9h du matin, donc je mets une petite jupe, un top, rien, des tongs, il faisait beau. Et je me dis, on doit avoir un accident ou quelque chose. Donc je descends, j'ai juste pris $1 pour m'acheter un petit truc à manger. Et là, on nous dit, il y a un incendie dans le World Trade Center. Donc on attend et je mange et je vois la fumée, je mange. Et les gens descendent en bas des immeubles. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis je dis, les pompiers vont arriver et tout ira bien. Donc tu vois, mais tu ne comprends pas. Mais on ne comprend pas. Parce que ceux qui étaient en dessous n'ont rien compris. Et soudainement, au bout de quelques minutes, tous les gens descendaient des buildings puisqu'on était tous évacués. Et là, moi, j'ai cru à ce moment-là qu'on nous avait tiré dessus, parce qu'on est projeté par terre, il y a une énorme fumée, je pensais qu'on nous tirait dessus. Et là, vous avez vu ces images que tout le monde a vues, on commence à courir. Donc moi, je cours, je perds mes tongs, je cours pieds nus, on est propulsé par terre, je me suis blessé le bras, blessé, en tout cas égratigné très fortement le bras à la jambe. Et là, les gens se sont mis à courir. Il y a ceux qui ont couru vers le nord de Manhattan, ceux qui ont tourné vers le Brooklyn Bridge et ceux qui sont malheureusement allés vers les flammes. Et donc, je cours pendant 45 minutes, je ne me rappelle plus. J'arrive toute blanche, au 6e étage du building de journalisme. Et là, j'ai ma roommate, ma coloc, qui était française, qui venait de Sciences Po avec moi, qui, elle, avait cours ce matin-là, donc elle était déjà là-bas, et qui me voit arriver, qui s'effondre en larmes en me disant « Tu n'es pas morte ». Les tours se sont effondrées. Je dis, mais quelle tour ? Mais pourquoi ? On nous a tiré dessus. Et là, je comprends que ce qui se passait là. Et ça a participé de mon envie d'être journaliste. Parce que je me disais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je viens d'un pays en guerre, je grandis, je me retrouve sous le 11 septembre. 1 an plus tard, mon père va être blessé en Irak, à Bagdad, parce qu'il faisait partie de la mission de l'ONU à Bagdad. Et il y a eu le plus violent attentat contre l'ONU à Bagdad. Il a été blessé, donc j'ai le sentiment que voilà, c'est ainsi, c'était un peu écrit. Alors, le journalisme, mais tu te diriges alors là vers la télé. C'est naturel en fait que tu ailles vers la télévision, mais ça se fait comment ? Pourquoi la télé finalement ? Pourquoi pas la presse écrite ou Je sais pas. Ça fait partie du moment où, quand on est diplômé, je pense que vous l'avez tous vécu, ce moment où on a 22-23 ans, on est diplômé, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment faire. Enfin, moi, je savais que je voulais être journaliste, mais ce moment où on est encore un peu flottant, hésitant, il se trouve que El Kabbach dirigeait une chaîne, Jean-Pierre El Kabbach dirigeait Public Sénat, qui est une petite chaîne parlementaire, et il se trouve qu'il connaissait mon père. Et donc, ils déjeunaient ensemble et mon père lui a dit « Ma fille va être journaliste, tu veux pas la prendre à Europe 1 ?» Et il dit « Si, je vais la prendre en stage, mais je vais la prendre en stage sur une petite chaîne qui s'appelle Public Sénat. » Moi, j'avais jamais entendu parler de Public Sénat. Je dis « Non, mais prenez-moi sur Europe 1, c'est plus... » Et elle a dit « Non, 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 je vais vous prendre sur Public Sénat. » Et donc, c'est comme ça que j'ai débarqué. Donc, ça participe pas d'une fascination pour la télé, quoi. C'est pas quelque chose, tu n'as pas voulu sur la télé Il n'y a pas de hasard. Mais il se trouve que là, c'était un peu un hasard. Ok. 2006, tu arrives en iTélé, tu passes à iTélé, et puis là, c'est l'avènement... J'étais à France 24 aussi, si vous regardez France 24, non ? Non, pas souvent. On s'en fout, d'accord. C'est une belle chaîne, pourtant. On a dit qu'on se disait les choses. Hein. Ouais. France 24 n'est pas très regardé en Belgique ? Pas tellement. Qui regarde France 24 ? Ah bah voilà. C'est des Français. C'est des Français. Et donc, il y en a quelques-uns, quoi, des bons élèves. Voilà. 2006, tu passes sur iTélé, et puis là, c'est le début, le commencement des chaînes Tout Info. Ça, c'est quelque chose qui a changé, révolutionné le paysage, le PAF, comme on dit, le paysage audiovisuel français. Complètement. Complètement. Hein. Complètement. Vous avez des chaînes d'info ici ?
Pas vraiment, non. Non, 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 non. Non, non. Non. Non, on regarde les Françaises, oui, BFM. Vous regardez TV, BFM? Ouais. LCI? Bah, on regarde les Françaises, quoi. Ah, il y a des gens qui regardent LCI, d'accord. Il y en a. Non, parce que LCI n'est pas tellement regardé en France. Mais oui, ça a révolutionné complètement le paysage français, et notamment la politique. C'est là où je peux vous dire que ça a bouleversé le paysage politique et ça a bouleversé la manière dont les politiques ont de faire de la politique. Puisque celui qui avait théorisé la parole politique en France, c'est Jacques Pilan, avec Mitterrand, qui disait la parole politique doit être rare. Ah oui, là, elle n'est plus du tout, quoi. Alors, avec les chaînes d'infos, c'est pas du tout. Ils parlent tout le temps, c'est diffusé, rediffusé, rediffusé inlassablement. Et alors, en plus, avec les réseaux sociaux après, c'est à mon sens, et je vous regarde, mais c'est à mon sens, c'est dommage que vous n'ayez pas de micro, le plus grand défi aujourd'hui pour les hommes politiques, c'est de cultiver la rareté. La rareté de leurs paroles, de ne pas être dans l'immédiat en permanence, parce que parler tout le temps, c'est ne pas imprimer, c'est ne plus être rien. Même Macron, puisque vous parlez de Macron, il avait théorisé dans un premier temps la rareté de sa parole, les 6 premiers mois de son quinquennat, il a quasiment pas parlé. Ouais, mais c'est paradoxal pour toi de dire ça, puisque nous, journalistes, on les pousse à sortir tout le temps et à les faire parler de plus en plus, tu vois. Oui, mais on a tort de ça aussi. Je veux dire, je me fais une forme de mea culpa, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans l'instant, ça devient extrêmement compliqué de ne pas parler. C'est François Hollande qui l'explique très bien dans son livre, là. Je ne sais pas si vous avez vu que François Hollande a sorti son livre. Alors lui, par contre, il a une boulimie de parler qui est complètement folle, c'est-à-dire qu'il s'est tué 8 mois, et on a calculé qu'il a sorti son livre donc il s'est tué complètement. Il a sorti son livre il y a 2 mois. Il a fait 32 interviews en 2 mois. C'est-à-dire un jour sur 2, il est à la télé, à la radio. Ouais. Il fait toutes les librairies. Il est dans un truc, dans une logorée. Bon, il est content, ça marche, son livre se vend, tout va bien. Et il théorise très bien ça dans un des chapitres de son livre où il explique que c'est de toutes les manières raté pour les hommes politiques. C'est-à-dire, s'ils ne parlent pas, on va dire ils se taisent. S'ils parlent, on va dire ils parlent trop. Et que de toutes les manières, il n'y avait pas de solution. Et qu'on est devenu, entre les chaînes d'infos et les réseaux sociaux, dans un truc où il n'y a pas de solution. Alors, un peu plus. Le maire, il n'y a plus de boulot pour nous, puisque les hommes politiques, maintenant, communiquent directement. Oui, ça, c'est vrai. Regardez Donald Trump. On a un bel exemple ici. Toutes les 3 heures, il tweet. Donc, il n'a plus besoin du prisme des journalistes. Toutes les 2. Il se passe de nous, quoi. Voilà, il se passe de nous. Et puis, tu parles de Donald Trump, le lien un peu... Voilà. En 2000, un peu plus tard, tu rencontres Éric Zemmour sur Ça se dispute. Alors, on le connaît pas mal ici en Belgique, mais à cette époque-là, il n'est pas encore très connu, Éric Zemmour, le polémiste. Est-ce qu'il s'est radicalisé dans son parcours et il est devenu d'extrême droite par la suite? C'est quelqu'un qui est fascinant, qui nous fascine aussi en Belgique, ici aussi. C'est une question, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Je me suis beaucoup posé la question sur Zemmour. D'abord, il faut dire honnêtement que c'est un homme très sympa, cordial, hein, très agréable. Donc moi, j'ai travaillé 1 an avec lui. J'arbitrais le débat Zemmour contre Nicolas Domenach. Et tu dis qu'il n'était pas connu, il était déjà très connu parce qu'il avait fait ses 5 ans chez Ruquier. Mais il n'avait pas sorti son best-seller Le Suicide français. Je ne sais pas s'il s'est radicalisé, je ne sais pas s'il pense vraiment tout ce qu'il dit. Je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'il avait déjà ces 3 obsessions avant de sortir Le Suicide français, qui sont l'islam, les femmes et les homosexuels. C'est-à-dire, en gros, la mort de l'Occident passe par l'invasion des musulmans, les femmes qui prennent du pouvoir et les homosexuels. Et il y a un accord tacite entre ces 3-là pour émasculer l'homme blanc, le mâle blanc de 50 ans, et hétérosexuel, et que c'est ça qui est en train de se passer. Et je crois qu'il est vraiment obnubilé par ça. Je pense que son obsession identitaire sur tous ces thèmes ensuite vient de là, où il a l'impression qu'il y a une grande alliance entre les Arabes, les femmes et les homosexuels. Tu l'as beaucoup côtoyé. Est-ce que tu lui parlais de ça, j'imagine, quand les oui, je me moquais de lui. Il le prend bien? Oui. Il aime bien le débat. Le débat. Et alors, en même temps, c'est la question qui revient tout le temps. C'est vrai qu'en allant chez Ruquier, on lui a donné une plateforme incroyable, finalement, pour diffuser ses idées. Il n'était pas aussi... Quand il était chez Ruquier, il avait déjà ses idées, mais je crois qu'il les a accentuées avec le succès. Il a compris qu'il avait un filon. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si... J'hésite entre s'il est complètement idéologue ou s'il est un peu cynique dans son idéologie. Je n'ai pas de réponse complète. Je pense que c'est un peu les deux. Alors, toi, Léa, quand tu passes chez Ruquier, donc ça, tu atteins un public beaucoup plus large. Ça se passe comment? Tu
tu es reconnu, j'imagine. Comment on gère ça? Alors, le journalisme et l'ego, c'est toujours parfois... moi, donc voilà, je vais vous dire très simplement, parce que je sais que les Belges adorent On n'est pas couché. Parce que on aime bien. C'est une des... Adore On n'est pas couché, Cathy. Non mais, c'est fou la résonance, la caisse de résonance de cette émission. Donc moi, je dois énormément à Laurent Ruquier et à la productrice Catherine Barma, parce qu'effectivement, ce que tu dis est juste. Donc j'avais mon parcours journalistique qui était celui-là, où j'étais une parmi des dizaines de journalistes de chaînes d'infos. Et un jour, Natacha Polony est partie, et ils regardaient pour trouver une femme. Et donc, ils m'ont vu sur ce débat Zemmour-Doménac. Et donc, Barma appelle Ruquier en disant « Regarde la fille, là, regarde sur la 21, la fille, machin. » La fille sur la 21, ouais. Moi. Et donc, je reçois un coup de fil de Laurent Ruquier un jour où j'étais en vacances dans les Pouilles, en Italie, avec mon amoureux de l'époque. Et j'entends « Bonjour, c'est Laurent Ruquier, j'aimerais vous parler. » Je comprends, et je comprends que ma vie va changer. Je comprends que ça va être un... Tu acceptes directement? J'hésite une semaine. Toute la profession journalistique me déconseille d'y aller en me disant tu vas te brûler les ailes, c'est une émission qui crame. Tout le monde me déconseille d'y aller. J'y vais. J'aime bien prendre des risques et donc j'y vais. Alors... Et donc j'y vais, mais je m'assure une assurance vie. Mon assurance vie, c'est France Inter. Au même moment où je vais chez Ruquier, alors peut-être que vous écoutez moins France Inter. France Inter, c'est la plus grande radio en France, avec RTL, la première radio de service public, et la matinale de France Inter est la matinale la plus écoutée de France. On réveille tous les matins plus de 4 millions de Français, c'est la plus écoutée. Et là, je décroche l'entretien du 7h50 qui m'a permis de continuer mon métier de journaliste sérieux et de pouvoir, pendant 2 ans, aller chez Ruquier, me lâcher un peu chez Ruquier sans que ça me crame professionnellement. Et alors, ça, c'est un rythme qui est effréné. J'imagine quand tu gères la plus grande matinale de France, plus l'émission de Ruquier, ça n'arrête jamais. Oui, j'ai une vie de merde depuis 4 ans, tout à fait. C'est la question, absolument. Et puis après, j'ai eu un enfant en plus, donc ça rajoute... Oui. Je reviens encore sur Ruquier. Une émission comme Ruquier, qui est à cheval sur le divertissement, enfin l'infotainment, comme on dit, ça se prépare longtemps en amont? Comment on fait les invités, etc. Donc énormément de la travail. mécanique là derrière, le c'est succès quoi? De cette émission vient du fait que les chroniqueurs lisent vraiment les livres, vont vraiment voir les pièces et donnent le temps, 1 heure, aux hommes politiques au début pour parler. C'est une des rares émissions où on a le temps de parler. Donc c'est énormément de travail, c'est un boulot dingue, et c'est une émission qui fonctionne sur le fait qu'en principe, on est sincère. Il n'y a pas des directives en amont qui disent celui-là on va se le faire ou non? Oui. Rien. On m'a souvent posé cette question. Façon de parler. Hein. Non, on m'a souvent posé cette question-là, mais il n'y a aucune directive. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la perversion de cette émission-là, c'est que personne ne vous force de rien. Mais quand, en gros, vous passez 3 émissions d'affilée, 3 samedis soirs d'affilée sans avoir fait une polémique, un buzz ou un clash, voilà. Vous vous sentez mal vous-même. Donc vous vous dites, bon là j'ai été trop calme parce que c'est une émission qui participe. En gros, si c'est lisse, ça marche pas, ça marche moins bien. C'est raté. Donc en fait, c'est une auto-injonction que vous faites, vous dites, bon là, je vais me le faire. Et tu as parfois regretté justement de faire du buzz pour rien? J'ai eu cette chance de pas trop y aller. Alors, les rapports entre journalistes et politiques, proximité, pas proximité, on a vu Élise Lucet, d'un collègue de France 2, qui a fort critiqué le fait qu'on était trop proches et que c'était sain de parfois switcher, de ne plus faire de politique, de changer. C'est quelque chose que tu suis ou tu dis que forcément on tourne aussi avec nos propres responsables politiques. Donc à un moment on les a vus, ils reviennent et puis il y a des liens qui se créent. Est-ce que tu déjeunes avec les politiques? Évidemment. Enfin oui. Alors moi j'essaie de ne pas le faire. Voilà. Voilà. Le débat. Je me suis cramé tout seul. Oui, mais tu vas dîner le soir ou le matin? Non, jamais. Je dîne. Non, ça ne veut pas dire que je ne l'ai jamais fait, je mentirais. Mais j'essaye de ne pas le faire. Et quand j'ai des sollicitations, je mange, je vivote. Donc j'essaye de ne pas le faire parce que je pense que on est suffisamment détestés, à la fois les hommes politiques et les journalistes. Je crois qu'on est les 2 professions les plus détestées des gens. Voilà, on a dû rater quelque chose, quoi. On a raté quelque chose et je pense que la proximité est un de nos ratages. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, vous êtes sympa. Donc, surtout hors caméra. Ça dépend. Non, mais les hommes politiques c'est pas, même Marine Le Pen, elle est très sympa, en vrai. En vrai, quand vous la voyez le matin pour
prendre. Et donc, si vous rentrez dans ça, ça biaise les choses. Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça les biaise. Donc, j'essaye de ne pas. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas d'amis en politique. On peut avoir des rapports avec les gens, aller déjeuner avec eux, mais on doit savoir que ce ne sont pas des amis. Ben, vous êtes plus fort que moi. Non. Moi, je préfère ne pas déjeuner. Alors, on a vu aussi, on a assisté à l'avènement de Mélenchon, qui lui a fait du dégagisme sa marque de fabrique. Et une autre marque de fabrique de Mélenchon, c'est qu'il passe son temps à taper sur les médias, quoi. Très, 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 très fort. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien en France pour le moment. On n'a pas encore ça en Belgique, ça viendra peut-être. Mais comment tu lis ça, comment tu vis ça? Alors, il faut tout faire ici. On n'a pas le petit... C'est petit budget. C'est fou, ça, à la Belgique. Non, je te rassure, le service public, on ne gagne pas bien sa vie. Mais Mélenchon. Alors, quelle est la question? Mélenchon, je ne sais pas si vous avez vu l'émission politique que j'ai faite avec... Mélenchon, moi, je le connais très bien. D'abord parce qu'il est venu très souvent chez Ruquier, qu'il déteste les journalistes, mais parfois, il en épargne quelques-uns. Je faisais partie des épargnés, jusqu'à il y a 6 mois. Mélenchon... Je ne vais pas parler du fond, c'est pas un moment où je vais vous donner sûrement pas mes idées politiques, mais je ne vais pas parler du fond, je ne vais pas juger les choses. Je vous dis juste qu'en termes de journaliste, c'est un des meilleurs clients de toute la classe politique française. Il est cultivé, contrairement aux autres. Et là, vous me permettrez de faire une digression sur le Nouveau Monde, puisque la France, on vit le Nouveau Monde, c'est l'expression consacrée avec l'élection d'Emmanuel Macron, qui a réussi à faire quelque chose de très bien pour la classe politique française, le dégagisme. C'est-à-dire qu'il a dégagé un certain nombre de notables qui étaient là et qui ont dû partir aux dernières élections. Le mauvais côté de la chose, c'est que beaucoup, ou je dirais la majorité écrasante des nouveaux députés qui ont été élus, qui sont des jeunes, qui sont des gens qui n'ont jamais fait de politique avant, eh ben, ils ne sont pas bons. Comment vous dire? Il faut leur donner du temps, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas... Je ne vais pas vous dire politique, c'est un métier, mais d'une certaine manière, je finis par dire que oui, politique, c'est un métier. Et on est très déçus. Ils n'ont pas les codes, quoi. Ils n'ont pas les codes, ils ont peur, ils sont parfois un peu secs, ils sont trop techno. Il n'y a pas ce truc qui se passe quand on a Mélenchon. Ou quand on en avait d'autres, Sarkozy, c'est le modèle du genre, une bête politique. Alors, chaque fois que j'ai interviewé Mélenchon, chaque fois qu'on l'interviewe, d'ailleurs pas moi, chaque fois qu'on l'interviewe, il se passe quelque chose. Il clash, quoi. Il se passe quelque chose. La dernière émission que j'ai faite avec lui, c'est l'émission politique en décembre dernier. Il n'en garde pas un souvenir impérissable. Parce que j'ai mis... L'émission se passait très bien jusqu'au moment où je lui mets face à lui la fille de Régis Debray, Laurence Debray, dont la mère est vénézuélienne et qui est très profondément anti-Maduro et qui l'interroge sur le Venezuela. Et là, il pète les plombs. Il pète les plombs à l'antenne. Littéralement. Il lui tourne le dos. Ça a fait un énorme buzz. Il refuse de lui parler, d'abord parce que Régis Debray est son ami et qu'il a l'impression qu'on le piège, etc. Et ensuite, parce qu'il a l'impression que Laurence Debray règle ses comptes avec son père via lui. Et enfin, parce qu'il défend vraiment le Venezuela de Maduro, ce qui est plus problématique à mon sens, mais je ne vais pas parler de fond. Et donc, il devient irascible, comme il déteste l'être, comme tous ses proches essaient de l'empêcher de péter les plombs à chaque fois. Mais il a pété les plombs. Ça lui a fait perdre 10 points dans les sondages, cette émission-là. Et il a fait un blog, parce que vous savez comment il insulte sur les blogs. Et donc là, j'ai pris mon lot de fusillage public, où il a dit les trucs habituels. Donc, François Langlais est un gros menteur, etc. Nathalie Saint-Cric est une conne socialiste qui ne comprend pas ce qu'elle dit. Et alors moi, j'étais sans foi ni loi, mais il a dit autre chose qui m'a... Je dois dire, en 15 ans de journalisme, et ces 4 dernières années où j'ai eu la chance d'être en première ligne sur à peu près tous les grands événements politiques, de les interviewer tous. Donc pour ça, il faut avoir le cuir très épais, parce que c'est très dur, c'est très violent, c'est la première fois que j'ai été très blessée, parce qu'il rajoute cette phrase-là. Mais c'est la première fois que j'en parle publiquement, parce que je n'ai pas voulu, par professionnalisme, en parler. Il dit « J'aurais dû prendre en compte ces liens familiaux, politiques et communautaires. » Et là, ça m'a posé un problème.
Parce que qu'est-ce qu'il voulait dire? Quelle communauté? Est-ce que c'était... Qui il visait? Ouais. Est-ce qu'il visait mon père? Est-ce qu'il visait le fait que j'étais libanaise? Est-ce qu'il visait la communauté? Est-ce qu'il visait que j'étais arabe chrétienne? Est-ce qu'il visait mon compagnon? Et tu lui en as reparlé? Tu en as... Je n'en ai Depuis. pas reparlé, je n'en ai pas parlé. Il a tellement regretté qu'il a fait un truc qu'il ne fait jamais, qu'il a corrigé son blog dans la nuit, tellement il a été critiqué, en changeant la place. Du coup, ça fait un mot très bizarre. Il dit « ces liens familiaux et politiques communautaires ». Comprenne qui pourra. En gros, il était mal à l'aise. Je crois qu'il a écrit trop vite. Ça m'a énormément gênée parce que toute ma vie professionnelle a été de ne pas être ramenée à mes origines communautaires ou à ce que... Et utiliser ce mot de communautaire, alors que moi, je me suis battue, je déteste, si vous voulez, je veux être jugée pour mes compétences, pas parce que je suis femme, pas parce que je suis d'origine ci, pas parce que je suis avec cet homme-là. Et donc là, j'étais comme... Parce que ça ne lui avait pas plu, donc ramenée à une condition et à mes origines. Et alors, en même temps, tu es à la tête de la matinale la plus, tu l'as dit, plus écoutée de France. Il ne peut pas se permettre de te boycotter. Il ne peut pas se permettre de dire « je ne vais plus au 7h50 de France Inter ». Si? Il n'est pas venu. Ah, tu l'as invité, il n'est plus venu. Non, je n'ai pas invité. Il n'est pas venu, mais il était contraint et forcé de revenir à l'émission politique il y a un mois. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On voulait organiser un grand débat entre tous les chefs de parti. Vous l'avez vu. Et finalement, mais ça, c'est pas la faute de Mélenchon, c'est la faute de Christophe Castaner, le chef du parti La République En Marche, qui a eu peur de débattre face à Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon et le mec du PS. Et donc, qui a préféré... Donc l'émission s'est transformée. Le mec du PS qui s'appelle Olivier Faure, mais pardonnez-moi, malheureusement, il a encore du mal à percer, mais il va y arriver. François Hollande va prendre sa place, non? On va revenir. Et donc, Mélenchon a été contraint, parce qu'on lui a dit, bon, bah, c'est pas grave, tu viens pas, on invite François Ruffin. Et là, tout de suite, il était disponible pour revenir sur l'émission Sans foi ni loi, avec la journaliste Sans foi ni loi, etc. Et l'émission s'est très bien passée pour lui. Donc, on est passé de guerre chaude à guerre froide, on verra. Alors, c'est pas moi cette fois-ci. Je me demande comment est-ce qu'on gère une interview avec quelqu'un comme Marine Le Pen, l'extrême droite, ou même le père Le Pen, hein, puisque en Belgique, peut-être, enfin, tu le sais certainement, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la parole, on n'interviewe pas les responsables politiques d'extrême droite. Que Charline Vanhoenacker a beaucoup de mal à comprendre en France. Elle a mis beaucoup de temps à comprendre qu'on reçoive le Front National. Et chaque fois, ça la brutalisait. Et elle ne leur dit pas bonjour. Enfin, il y a un truc qui est... Elle nous explique qu'en Belgique, c'est comme ça, pas autrement. Bon, ben nous, c'est pas comme ça en France. On donne la parole à tout le monde. Marine Le Pen, c'est la personne la plus difficile à interviewer. Pourquoi? Parce qu'elle... D'abord, physiquement, elle amène quelque chose d'extrêmement viril, une espèce de force-puissance qui est plus déstabilisante qu'un homme. Il y a quelque chose comme ça chez elle. Et puis, c'est toujours compliqué, le FN, parce que soit vous êtes trop agressif et il gagne, soit vous ne l'êtes pas assez et il gagne. Donc, c'est compliqué. Et le père, tu l'as déjà interviewé? Le père, je l'ai interviewé 1000 fois. Oui. Un personnage, quoi. C'est un personnage. Une caricature. C'est marrant parce qu'on s'est posé la question récemment à France Inter de se dire, parce que là, il a été hospitalisé récemment, comment on va gérer quand il va mourir? Est-ce qu'il faut faire un breaking news ou pas? Qu'est-ce qu'on fait quand Jean-Marie Le Pen meurt? Moi, j'étais partisane de faire beaucoup, parce que c'est un personnage qui a rythmé la vie politique française depuis 40 ans. Mais c'est compliqué. Vous voyez, c'est toujours compliqué. Alors, la montée en puissance d'Emmanuel Macron, est-ce que, maintenant, c'est facile de dire, on l'a vu venir, etc., mais personne ne l'a vu venir. Parce que j'ai lu récemment le bouquin de Gaspard Gonzer, le directeur de communication de Hollande, qui lui-même disait jusqu'au dernier moment, personne ne croyait qu'il allait véritablement trahir Hollande, et il l'a fait. Donc, personne n'a vu venir, quoi. Ni toi, ni personne n'a vu venir. Celui qui vous dira le contraire mentira. Vous disiez qu'on a vécu le plus grand feuilleton politique. Moi, j'ai vécu... C'est très compliqué. La question est de savoir qu'est-ce que vous faites après avoir vécu l'élection présidentielle 2017. Tout semble fade, chiant. Tout semble bizarre. On a vécu... On ne revivra jamais ça. Je pense, moi, en tout cas, de mon vivant, je ne revivrai jamais l'élection présidentielle 2017. Quand même, vous vous rendez compte, c'était pire que la Coupe du Monde. Ça faisait 2 ans qu'on avait un président... Ça faisait 2 ans qu'il y avait un homme qui était président de la France dans la tête de tout le monde. C'était Alain Juppé. On devait avoir Alain Juppé. C'était le président de la France. C'était écrit, l'histoire était écrite depuis 3 ans. On l'appelait Monsieur le Président quand il venait à France Inter, ou presque. Presque. On savait que c'était le futur président. Et puis ensuite, Sarkozy s'est présenté. On a dit, mais Sarkozy, c'est le grand retour. Et puis là, Fillon qui débarque. Ah ouais, magnifique, ça. Ensuite,
Non mais Ouais. j'en Penelope oublie des Gate. choses. Ensuite, ça a été le PS avec, ça devait être Hollande. Hollande se retire, puis Valls se fait battre par Benoît Hamon, puis Fillon, qui devait être président, s'effondre. Enfin, il a eu une conjonction de planètes magnifique, Macron, qui ne reviendra pas. Et voilà, et il a gagné. On l'appelle justement Jupiter parce que toutes les planètes. Il s'appelle Jupiter. Il s'appelle Jupiter. Hein, je crois que c'est on l'appelait. Hein, C'est lui qui avait défini le mot Jupiter a commencé 2 semaines avant l'élection présidentielle. Il donne une interview au Monde où il dit j'aurai une vision jupitérienne de la présidence. Il l'avait théorisé. Non, mais c'est très sérieux. J'ai lu qu'il s'était vexé ou agacé de certaines questions que tu lui avais posées sur sa vie privée. Oui, Oui. ça, Mais est-ce qu'on doit crois aborder pas. Ah, bon, Je- alors je- c'est Le Monde qui se trompait. Mais, Non, c'était le journal du dimanche, mais je crois pas. Je crois que c'était des. Ah. Honnêtement, je crois pas parce que Mais pour l'avoir revu ma après. question était est-ce qu'on doit aborder la vie privée Mais des c'était pas la vie responsables privée. politiques? C'était, en l'occurrence, ma question était la suivante, c'est que je lui avais mis toutes les unes de Paris Match qu'il avait faites avec sa femme. Il a totalement utilisé son couple dans la campagne. C'est pas quelqu'un. Fillon, on n'a pas vu Pénélope. Enfin, on a Après, parlé ensuite. On a fini par l'avoir, quoi. On a fini par l'avoir. Ouais. Mais Emmanuel Macron a surutilisé à la manière de Sarkozy. Donc je lui avais mis les parallèles de Sarkozy sortant des eaux avec Carla en maillot et lui sortant des eaux avec Brigitte en maillot. Et j'avais juste posé la question de savoir dans quelle mesure on était dans le règne de la communication ou dans quelle mesure c'était la politique. Et donc toi tu dis quand on utilise sa vie privée à des fins politiques, c'est le boomerang finalement. On peut utiliser ta vie privée, on peut l'exposer. La mienne ? Non, pas ta vie privée, celle de Macron. Non. Celle des présidents, des politiques. En tout cas, ça fait partie de... C'est un prisme de communication. Regardez là récemment, on n'a pas entendu parler de Brigitte pendant 1 an. Je vous signale qu'il y a 2 semaines, elle a fait la une de Paris Match, dans une commandée, comme par hasard au moment où il baisse dans les sondages. Ah bon? Par hasard. Par hasard. Donc Macron, c'est le président français 2.0, même 3.0, parce qu'il a magnifiquement dompté les réseaux sociaux, et puis il a mis derrière lui toute une machine statistique, etc. Ça, c'est quelque chose qui est totalement neuf. C'est pas Et les réseaux sociaux les réseaux sociaux, et puis l'utilisation des statistiques. Il a utilisé la mécanique d'Obama, etc. Enfin, c'était vraiment... Il a importé aussi des techniques américaine, à l'américaine en France. Oui, c'est vrai. Ça a pris C'est tout le vrai, monde de court. je ne suis pas sûre que c'est ça qui a fait sa victoire. C'est quoi qui a fait sa victoire alors? C'est le fait de ne pas de voir tomber mois après mois tous les potentiels, les vraies alternatives jusqu'à Marine Le Pen. Et à partir du moment où il avait Marine Le Pen au 2e tour, c'était plié, c'était gagné. Je pense pas vraiment que Et en débat, tu l'as trouvé bon? au débat face à Marine Le Pen. Oui. Non, je l'ai trouvé elle très mauvaise. Lui, il a fait le job, mais il n'a pas été extraordinaire au débat. Mais il a fait suffisamment bien les choses pour la faire paraître complètement à la ramasse. Ce qui est aussi particulier avec Macron, enfin moi je l'ai interviewé une fois, je l'ai vu un quart d'heure. Quand il était président ou candidat? Juste avant, il est venu lever des fonds et chercher de l'argent ici à Bruxelles, donc il était très sympa. Mais il y a un vrai pouvoir, je trouve, de séduction. On a l'impression d'être son meilleur ami alors qu'on le connaît depuis 15 minutes. C'est quelque chose que vous ressentez Oui. aussi, la profession en France? Oui, alors il a un rapport très compliqué aux journalistes, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous savez Non. ça. Il a un rapport... c'est très compliqué. Il n'aime pas les journalistes. Il n'aime pas la presse, comme il n'aime pas les syndicats, comme il n'aime pas les corps intermédiaires. Mais il aime personne, quoi. Non, il veut un discours... Non, mais il a une vision... Non, il a une vision gaulliste des choses, c'est-à-dire qu'il aimerait parler directement au peuple. Il ne veut pas tellement d'intermédiation. Mais maintenant, il en est obligé, donc il parle beaucoup aux journalistes. Mais il a sorti le bureau des journalistes de l'intérieur de l'Élysée, il les a foutus dehors. Il a un rapport compliqué aux journalistes, Macron, il s'en méfie. Son rapport de séduction, et c'est très juste, c'est un homme qui est énormément dans la séduction et qui à chaque fois a ce talent de faire croire à la personne qui est en face de lui que c'est une personne extrêmement importante. Même dans la manière de saluer, on sait qu'il fait une double non, là vous allez trop. Non, c'est un truc très. Il prend bien la main. Il regarde dans les yeux. Il regarde dans les yeux. Avec. On l'a théorisé. Alors, on l'a théorisé. Sans rentrer sur le fond de la politique, etc., qui mène, c'est vrai que nous, ici, vu depuis la Belgique, on a un peu l'impression... L'adoré Macron, non, ici? Oui, il passe bien, quoi. Pour le dire.
Mais non, on a un peu l'impression qu'il a rendu un certain, allez, on va dire, enthousiasme, pour rester modeste, aux Français. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que de l'intérieur, on vit ça aussi Je crois qu'il a rendu un éclat à la France à l'étranger. Je pense que son image à l'étranger, et donc l'image de la France, est beaucoup plus belle et forte qu'à l'intérieur. À l'intérieur, c'est plus compliqué. Mais il est certain qu'il a redonné un espoir, qu'il a montré que les étrangers pensent que la France est irréformable. Eh bien, en un an, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là je ne suis pas en train de juger le fond des réformes, en tout cas on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait. Il a fait énormément en un an. Donc oui, il a énormément bougé quoi, au niveau des réformes, etc. Voilà. Donc la SNCF, Après, nous montre ça tous les soirs. Oui, la SNCF, la loi travail, la réforme de l'État, l'ISF. D'ailleurs, vous avez moins de Français qui viennent en Belgique, non, depuis l'ISF? Toujours autant? Toujours autant? Ça va. Toujours autant? C'est vrai, c'est une information? Donc autant que sous Hollande? Alors les réseaux sociaux. C'est important. Les réseaux sociaux, comment tu gères ça? Comment on gère ça? Parce que j'ai parfois l'impression qu'on allume Twitter et ce n'est que ceux qui se plaignent, les grognons, les râleurs, les insultes, y compris pour les politiques. Hein, on est mis dans le même sac. Tu regardes, tu prêtes attention à tous ces commentaires ou pas du tout? Oui, comme tout le monde. Moi, je regarde beaucoup Twitter d'abord pour m'informer, mais c'est vrai que c'est une vraie question de savoir est-ce que Twitter, c'est une agora ou c'est un égout. Je n'ai pas de réponse encore. C'est vrai que ça oscille entre l'agora, un lieu de démocratie formidable, et un égout. J'ai un ami à moi, journaliste, un grand journaliste, qui appelle ça le sac à vomi. Les gens, sac à vomi. Planqués derrière l'anonymat, ils déversent une bile qui est complètement folle. Hier ou avant-hier, Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du 20h de France 2, dit une petite phrase. Sur le football. Ouais, sur le foot. C'était quoi sa petite phrase? Elle lance un sujet sur l'argent dans le foot en disant « La Coupe du Monde commence et vous allez tous regarder comme tous les 4 ans des millionnaires taper dans le ballon. Ah. » Cette phrase-là a fait un buzz. Enfin, je vais dire, on peut dire qu'elle est plus ou moins heureuse, cette phrase-là. Mais ça ne méritait pas tout le bruit que ça a fait. Et sur Twitter, notamment, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes une femme, et une femme exposée, on a un bonheur de défoncer... Enfin, tapez Anne-Sophie Lapix sur Twitter et regardez les réactions de ces sales putes, connasses, idiotes. Vous avez droit à tout, et c'est un vomi, mais incessant depuis 48 heures. Elle a dû s'excuser. Oui, elle s'est excusée, ça j'ai vu. Ton métier, il est plus difficile à faire parce que tu es une femme, tu penses? Ou pas du tout? Non. C'est quelque chose qui n'entre pas du tout en... Ni plus dur, ni plus simple. Pour moi, c'est neutre. Les attentats contre Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, ça a aussi complètement changé... Vous aussi, ici. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a changé la manière de faire du journalisme? Oui. Non. Non. Mais ça a changé la hiérarchie des sujets de préoccupation. Je veux dire le terrorisme, l'intégration, vivre avec le terrorisme à Paris notamment, mais ici aussi. Donc je vais vous dire que des banalités parce que c'est la... Mais les sujets intégration et immigration, asile, etc., est-ce qu'on doit les traiter avec de l'empathie? On a beaucoup de questionnements pour le moment ici avec les vagues de réfugiés, les migrants, etc. Comment est-ce qu'on doit traiter ça? Est-ce que avec de l'empathie ou on doit rester rationnel et parfois un peu clinique, quoi? Comment vous faites, vous? Je les traite... Je les traite pas. Non, oui, bien renvoyé. Non, de manière plutôt clinique, quoi. J'essaie de ne pas mettre trop d'empathie, sinon on se noie et on peut se perdre. Mais bon, parfois, on ne peut pas éviter d'eux. Oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Cas, Après, il y a des fois l'enfant mort sur les plages il y a 3-4 ans, là, le petit... Ouais. Aylan, c'est ça? Oui, Aylan, c'est difficile d'être froid et clinique, mais c'est un sujet compliqué à traiter. Alors, la loi sur les fake news, le ministre en a parlé une minute. Les fausses nouvelles. Pardon, les fausses nouvelles. La loi sur les fausses nouvelles. C'est quelque chose qu'il faut faire Non, je pense que c'est une loi difficile. qui est mal faite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi. Elle a été faite à la va-vite et elle ne donne pas une définition d'une fausse nouvelle. C'est quoi une fausse nouvelle? Elle a une définition très large, donc tout peut rentrer dedans. À quel moment, si je dis Emmanuel Macron a un compte dans les Bahamas, c'est une fausse nouvelle, mais est-ce que j'ai du coup pas le droit de l'écrire? Enfin, tu comprends, la limite est très compliquée.
Donc j'ai le sentiment qu'en plus ils sont en train de l'escamoter. Donc il faudrait Elle pas du revient tout pas à la- légiférer, parce qu'en Belgique on y pense aussi, mais c'est quoi? Il faut Moi, je pas... pense c'est une question. Je n'ai pas d'avis en fait. C'est très épineux parce que tout à la fois, si tu veux, c'est le règne. Les réseaux sociaux deviennent le règne de la rumeur et des fausses informations. Et tout à la fois, il faut protéger la liberté d'expression. J'ai le sentiment, en tout cas, que la loi française telle qu'elle a été pensée est mal pensée. Elle est mal D'ailleurs, faite. je crois qu'ils sont en train de la retravailler. Elle devait être votée la semaine dernière et, comme par hasard, elle n'est plus à l'ordre du jour du Parlement. Donc, je pense qu'il y a un petit souci. Alors le chapitre culture, c'est important pour toi de pouvoir toucher à la culture et d'avoir cette émission stupéfiant. Alors moi, j'ai une chance. Tu t'es battu pour l'avoir? On te l'a Non, proposé? Comment ça s'est passé? Non, on me l'a proposé. Quand je suis sortie de chez Ruquier, en fait, je suis partie de chez Ruquier parce que France 2 m'a proposé mon rêve journalistique, mon Graal, c'est-à-dire de présenter l'émission politique Une année présidentielle avec David Pujadas. Et donc là, ça a été un déchirement de quitter Ruquier, mais en même temps, il fallait que je le fasse parce que c'était... Et quand Pardon, il fallait quitter Ruquier, pourquoi? C'est une émission qu'il faut quitter. Il ne faut pas rester trop longtemps, sinon elle vous abîme. Donc moi, j'ai fait 2 ans. C'était très bien. Puis c'est bien de partir... On est trop exposé, c'est ça que tu dis. Partir Oui. quand on est au sommet, au top, quoi. Enfin, pas au sommet. Oui, non, mais en tout cas, pas trop longtemps. Parce qu'après, si vous restez trop, c'est une émission qui abîme. Et en l'occurrence, c'était une élection présidentielle, une année présidentielle, et ça se faisait du coup sur l'émission politique. Donc à ce moment-là, je quitte et j'ai la chance de recevoir un coup de fil d'un des meilleurs producteurs de Paris, qui est le producteur de Yann Barthès et de Quotidien, qui me dit, voilà, je voudrais lancer une émission culturelle qu'on appellera Stupéfiant. Et alors là, je lui dis ce que j'avais dit à Ruquier quand il m'avait appelé, mais je n'ai aucune légitimité. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans la culture? Moi, c'est plus la politique et tout ça. Et il m'a dit justement, pour réintéresser les Français à la culture, parce que c'est très compliqué, les émissions culturelles ne marchent pas à la télévision. C'est un gouffre. Et donc, Depuis Apostrophe, il y avait le Graal, et là, c'est très compliqué. Et du coup, il a proposé quelque chose, c'est d'écrire la culture de manière d'actu, comme envoyé spécial. Et donc, c'est pas, on va vous emmener voir cette magnifique exposition au Grand Palais, nanana. C'est pas ça. C'est quelque chose où il y a des angles, c'est très nerveux comme écriture, il y a des reportages, on essaie de trouver des angles, voilà. Et justement, le sommaire, comment il se fait? C'est fort en amont? C'est thématique, donc on a fait une travaille émission sur Yves Saint-Laurent, on a fait une émission sur les monuments, on a fait une émission sur le nu dans l'art, on a fait une émission sur les producteurs de cinéma, avec Thomas Langman notamment, qui... Voilà. On fait des émissions très différentes et moi j'ai la chance de pouvoir emmener Alain Delon à Palerme, là où il a tourné Le Guépard il y a 54 ans avec Visconti, il n'était jamais retourné, de faire une interview avec Delon à cet endroit-là, ou que Pierre Berger avant sa mort me reçoive à Marrakech, là où il vivait avec Yves Saint-Laurent. Donc c'est un bonheur absolu, j'ai cette chance-là, je remercie ma chance de pouvoir aussi accéder à ce truc-là. Et c'est là où, par exemple, les réseaux sociaux, vous voyez, vous faites une émission politique, il ne faut surtout pas taper son nom après sur les réseaux sociaux parce que vous vous suicidez. En revanche, après Stupéfiant, c'est toujours « Ah, j'adore cette émission ». C'est facile. Et est-ce qu'il y a quand même une pression de l'audimat, de faire de l'audience? Et est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Il y a une pression, il y a toujours une pression de l'audimat. Moi, je fais pas, je vais dire, ça, c'est très important. Je vous dirai jamais que l'audience c'est pas important, c'est fondamental pour moi. Et on a cette chance que dans les émissions culturelles qui en général se cassent la gueule, depuis, ça c'est l'année 2, on arrive à avoir 750 000 téléspectateurs en moyenne un lundi soir à 23h, ce qui est énorme, du jamais vu depuis 20 ans, pour une émission culturelle pure, en dehors de Ruquier. De l'extérieur, on a l'impression que France 2, le service public français, c'est quand même bien, c'est fort réformé, rénové ces dernières années. Par exemple, le JT de France 2, c'est quelque chose qui est fort suivi ici en Belgique. Comment ça s'est fait, cette mue, cette évolution notamment France avec... 2? Parce qu'il y avait les bonnes personnes au bon moment ou... David Pujadas a beaucoup contribué à la force du journal de France 2. C'est un homme qui a incarné ce journal pendant 15 ans. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec lui. C'est un excellent journaliste. Anne-Sophie Lapix, elle prend sa suite avec son style. Moi, j'aime bien. C'est une journaliste. Pourquoi il est parti, Pujadas? Parce qu'il a été viré. Oui, mais... Non, mais... il faisait des bonnes audiences. Enfin, ça marchait pas mal, non? Il était très crédible. Enfin, Joker. Ah non, on a dit qu'on était entre nous, non? Tu m'as dit, n'hésite pas... Il y avait un différend entre lui et la patronne de France 2. Ah, c'est ça. Bon. Ok. Et plus largement, au-delà de Pujadas, on a l'impression que le service public est vraiment au top en France. Enfin, en Belgique aussi, évidemment. Je dis ça pour nos éminents confrères de la télé publique. C'est fini? Il faut voir les questions dans la salle. Ah bon. D'accord.
Oui, enfin bon. Voilà. Le service public, dites-le à Emmanuel Macron qui avait dit que le service public c'était la honte de la République il y a quelques mois. Oui, mais il a renoncé à le changer Il a complètement. renoncé à le changer. Finalement, il trouve que c'est pas si honteux. Voilà, merci Léa. Merci à vous. Ils arrivent toujours à... Ce que vous dites, c'est... Récemment, on m'a montré les résultats d'une enquête Cali sur l'émission politique à la télé. Les gens, les téléspectateurs sont obsédés par ça, sur l'idée de la langue de bois des politiques qui disent pas la vérité, etc. Mais je trouve que c'est trop dur. Je suis pas d'accord avec ça. Hier, toujours sur la Croix-Russe, avec Nicole Belloubet, alors là, vous me prenez un exemple qui est très juste. C'est-à-dire que, en gros, pour vous la faire courte, Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de la Justice française, c'était au moment où Macron, le silence assourdissant de Macron sur l'Aquarius, elle vient de la gauche, elle était gênée, elle nous l'a dit en off, de la position de Macron, et évidemment, elle n'a pas dit à l'antenne, et on a senti une espèce de malaise. Mais enfin, vous avez senti le malaise quand même, ou vous avez senti la langue de bois? Il y a quelque chose qui monte énormément chez les gens, à La République En Marche, c'est-à-dire dans tout ce mouvement, il y a un problème avec son et en même temps Macron, ça ne marche pas. En vrai, il a choisi de faire une politique de droite, une politique libérale, et il ne fait pas ce qu'il a promis dans sa campagne. Je ne suis pas en train de juger si c'est bien ou c'est mal, hein. Je m'y refuse, je tiens à ma neutralité. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, cet objectif. Or, pendant la campagne, il avait vendu un programme social-démocrate, en gros, ultra-progressiste et très humaniste. Ce n'est pas ce qu'il fait en tant que président. Et donc, il y a beaucoup de déception chez ceux qui ont voté Macron, mais qui sont de gauche, qui sont en train, d'ailleurs, dans les sondages, c'est très étonnant parce que vous voyez le chiffre du sondage de ses soutiens, et après vous voyez le détail, les gens de droite, il est très fort chez les gens de droite, et il commence à être extrêmement faible chez les gens de gauche. Il y a un immense malaise même chez les élus macroniens qui viennent de la gauche en disant « mais attends, c'est le centre-gauche qui t'a élu, c'est pas la droite dure qui t'a élu ». Il y a un problème. Mais pour l'instant, il a décidé, lui, il fait l'analyse que la France se droitise, qui est vraie, et que Merkel a payé son accueil aux migrants, et voilà. Est-ce que c'est pas logique de d'abord accomplir le côté de droite pour ensuite être plus social avant les élections? C'est ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Parce que s'il mise sur la droite, s'il fait du social dans 2 ans, il perdra la droite. Donc il est un peu dans un piège. Donc pour l'instant, il a fait clairement un choix qui est celui de l'électorat de droite. Eux théorisent en disant, vous verrez, le virage social viendra. Pour l'instant, on ne le voit pas. Il avait promis qu'il venait cette semaine avec le grand débat, le grand discours à la mutualité il y a 3 jours. C'était pas un virage social, c'est pas vrai. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Mais peut-être qu'il va le faire. S'il arrive à le faire, il peut gagner. Mais en réalité, la seule chose qui lui assurera une réélection facile dans 4 ans, c'est s'il n'y a pas d'opposition qui émerge, soit à gauche PS, quoi, en gros, soit si Wauquiez n'y arrive pas. En gros, s'il est opposé, à mon sens, à Mélenchon ou à Marine Le Pen, il repassera sans problème. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour cet échange. C'était vraiment très, très inspirant et passionnant. Oh, c'est gentil. Alors moi, je quitte complètement la politique. J'avais une question un peu plus humaine, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous anime dans votre travail au quotidien? Parce que voilà, votre carrière, elle est vraiment parsemée d'expériences incroyables, quoi. Nous, c'est vrai qu'en tant que journaliste, en tant qu'apprenti journaliste, c'est un parcours qui est très, très inspirant. Mais il est très diversifié. Alors, qu'est-ce qui vous anime au quotidien entre la culture et la politique? Qu'est-ce que vous retrouvez? Vous êtes journaliste? Moi, oui, mais jeune journaliste. Qu'est-ce qui vous anime, vous? Vous aimez bien cette question, hein, la reposer, c'est un peu... Moi, je l'ai eu. Dérangeant, hein. J'essaye de fuir la réponse, mais ça marche pas. Non. En fait, les choses ont évolué dans ma vie. Les 10 premières années de ma vie,
ce qui m'animait, c'était de réussir. Je dois avouer que c'était une ambition qui était, peut-être parce que je venais d'ailleurs, d'un autre pays, peut-être parce que j'étais femme, je voulais marquer. Je ne voulais pas être une journaliste parmi, je voulais marquer absolument à tout prix, etc. Et je l'ai fait, grâce à Ruquier, grâce à l'émission politique, l'année électorale, etc., et à France Inter. J'ai eu cette chance-là, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui m'anime. Vous me posez la question, je vous répondrai en sincérité. C'est-à-dire que quand on a vécu l'année qu'on a vécue, quand on a été chez Ruquier comme on a été chez Ruquier, c'est un peu vertigineux. Et donc, je ne saurais pas vous dire, à part la curiosité de rencontrer des gens, moi, ce qui m'anime, ce que j'aime par-dessus tout, c'est poser des questions et c'est les rencontres avec les gens. Donc, quand j'ai un moment béni sur Stupéfiant avec Delon, ou avec Karl Lagerfeld, ou avec Marion Cotillard, je vous assure que c'est quelque chose qui me rend très heureuse. Sur la politique, c'est plus compliqué cette année. C'est plus difficile pour les journalistes en général, pas seulement pour moi, parce que Macron a plié le jeu. Il n'y a plus d'animal politique. Il y a Mélenchon, mais c'est presque caricatural. Et du coup, on se retrouve, les journalistes politiques, quand on parle entre nous, on est un peu amers. Et un peu dans le regret en se disant il n'y a pas de grande personnalité qui a émergé. Il n'y a aucun ministre, à part le Premier ministre, qui marque les gens. Et Nicolas Hulot, mais parce qu'il était connu d'avant. Dans toute cette nouvelle génération, je vous ai parlé de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Je veux dire, est-ce qu'elle vous a marqué? Ça fait 1 an qu'elle est au pouvoir. Et ils sont tous comme ça. Donc on est un peu dans ce moment un peu paradoxal où on se dit est-ce que la politique, comme on l'aimait, va revenir? Ou est-ce que les gens ont ras-le-bol? Et ils sont dans une forme de pragmatisme. Macron est un pragmatique. Et la ministre de la Culture. Alors là, je vous demande Joker. Non, c'est compliqué parce que Françoise Vicenne est une femme extraordinaire dans ce qu'elle a fait avant. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pérennisé cette maison d'édition Actes Sud, qui est une très belle maison. C'est une femme très intéressante, mais je crois qu'il y a une vraie peur du micro. Elle est tétanisée quand il s'agit de parler devant le micro. Vous pourriez quitter la politique pour vraiment juste la culture? Non, ça me manquerait. J'aime trop ça. Bonsoir, Salamé. Bonjour. Merci pour cet entretien, pour la grâce. Moi, j'ai une question concernant, depuis l'émission de Ruquier, vous êtes devenu un personnage public, vous êtes devenu célèbre. Comment vous gérez ce statut? Est-ce que pour vous c'est un inconvénient ou un avantage? Ça va avec. Mon problème, c'est quand je suis dans la presse People, je pense à mon père. Chaque fois, je suis tétanisée, je me dis merde, il va me voir en train d'embrasser un mec à la une de la presse People. Je suis très angoissée. Non, mais c'est vrai, c'est la petite fille un peu angoissée qui voit son père oriental, qui voit un truc qui est un peu crade. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à accepter encore. Pour le reste, écoutez, à part sur Twitter où parfois on s'en prend des violentes, les gens sont plutôt très sympas. Donc voilà, ça va avec. Après, vous avez le choix d'exposer votre vie, d'utiliser. Moi, par exemple, quand j'étais enceinte, je tombais enceinte l'année présidentielle. C'était bizarre. Ce n'était pas voulu. Mais c'est comme ça, et j'en suis très heureuse. Mais j'ai tous les journaux qui m'ont demandé de poser avec le ventre et machin, et d'expliquer. J'ai tout refusé parce que je n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester journaliste. C'est-à-dire qu'on me juge sur mes compétences et que je n'utilise pas les facilités pour être un personnage public et regarder son ventre et machin. Je ne peux pas. Oui. Bonsoir, oui. Alors, je voulais vous poser une question sur le fait que ça fait plus de 2017 et 2018 qu'on était sous le signe de la révélation féminine, enfin du MeToo, et des implications qu'elles ont pu avoir tant ici que partout dans le monde. Je vous ai beaucoup écouté, d'ailleurs tous les jours sur France Inter, avec des intervenants différents au point de vue. En Belgique, vous écoutez France Inter? L'iPhone, voilà. Ah, ça me fait plaisir. Il y a l'application sur l'iPhone, c'est très bien. On en a travaillé, je vous écoute tous les matins. Non, mais ça me fait très plaisir. Et moi, ça me fait plaisir. Mais parce que parfois le sujet est intéressant, ou ne nous concerne pas du tout d'ailleurs. Les questions sont pas toujours les mêmes. Peu importe. Vous avez beaucoup parlé justement
de ce MeToo et de ce que ça allait avoir dans l'application. Et je me suis rappelé, regardez sur YouTube d'anciennes vidéos que vous aviez tournées chez Ruquier, notamment une où vous aviez une confrontation avec Christine O'Krent au sujet d'un des nombreux livres qu'elle a pu éditer durant sa grande carrière, et dans lequel vous disiez que vous n'insistez pas sur cette idée d'être une femme dans un milieu d'hommes, ou en tous les cas, je crois que c'était en 2014, au début chez Ruquier. Est-ce que vous en avez changé parce que, à force, votre position, pas dominante, mais en tout cas privilégiée, vous permet d'avoir accès à d'autres choses? Et à l'inverse, est-ce que vous vous rendez compte que pour les autres, ça n'a pas forcément changé, ce fameux MeToo, que quotidien, tout est moi-même comprise dedans, ça a changé sans changer. C'est les médias qui montrent un changement qui sera toujours plus long que la société. Si tu poses une question aussi longue, à 7h50, l'interview est finie. Est-ce que ma question est claire? T'as raison, parce que ça me permettrait de ne pas répondre. Donc Ah, merci. Alors, la question, c'est... La question, c'est qu'est-ce que je pense de MeToo? Voilà, est-ce que vous avez... Non. Ah non. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Non. Je suis prof, je contextualise. Et puis la question vient ensuite, c'est est-ce que vous avez assez évolué Dans le micro, excusez-moi. Est-ce que vous avez évolué depuis 2014-2015? Votre rôle changeant. Éloigne-le de la bouche. Là, devant. On se calme. Allez-y, c'est la bonne. Voilà. Et donc, est-ce que votre pense, pas que je pense. Est-ce que j'ai évolué en gros depuis 3 ans? Voilà. Est-ce que j'ai évolué dans un sens plus ou moins féministe? C'est ça que vous dites. Voilà, alors qu'elle n'est beaucoup plus variée. Parce que vous aviez l'impression que chez Ruquier que j'étais pas très féministe. Vous le disiez vous-même, c'est vous le, si vous regardez les vidéos. Alors je vais vous répondre franchement. J'ai évolué. C'est très intelligent ce que vous dites parce que vous pointez un de mes problèmes. J'avais un rapport compliqué au féminisme. Quand on me demandait, mais vous êtes féministe? Hein? Comme Angela? Oui, j'ai évolué. Je ne l'étais pas tellement. Je détestais l'idée de me poser la question si... J'ai évolué parce que, en montant les échelons, j'ai vu que c'était quand même plus dur pour les femmes. Voilà, je me refusais à dire ça. Je voulais qu'on soit traité exactement comme les hommes. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je me suis battue pour avoir beaucoup de chance, mais je vois qu'autour de moi, c'est plus dur pour les femmes, à tout point de vue. Donc, oui, j'ai évolué, et je me sens plus féministe aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Et je vais juste vous citer quelqu'un, Cate Blanchett. Je l'ai interviewée, vous avez dû l'entendre sur France Inter, je l'ai interviewée pour Cannes, à Cannes, il y a 1 mois, quand elle était présidente du jury. Et je lui ai posé la question parce que j'avais lu qu'elle disait « J'en ai marre qu'on me pose la question. Comment vous faites pour gérer à la fois votre carrière immense, 2 Oscars, etc., votre personnalité de femme engagée, parce que c'est une femme engagée, très féministe, et votre vie de maman, elle a 4 enfants. » Et elle répond, cette phrase absolument géniale, « J'en ai marre qu'on me pose cette question parce que d'abord, on ne la pose jamais aux hommes, et ça c'est vrai, on ne la pose jamais aux hommes. » Et elle dit, et puis la deuxième raison, c'est que la réponse est « Non, je n'y arrive pas. Comme toutes les femmes, je n'y arrive pas. » Et c'est vrai, on n'y arrive pas. C'est très difficile. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu mélange de provocation facile de la fille de 34 ans qui débarque chez Ruquier, et moi je suis comme les mecs, etc. Machin. Et ensuite, vous grandissez, vous montez les échelons. Vous arrivez à des postes égaux vraiment à ceux des hommes. Aujourd'hui, c'est mon cas, parce que je présente l'émission politique la plus importante. Seule, mais parce que David, sinon il serait toujours avec moi, et voilà. Mais c'est pas la question. Là, c'était pas une histoire de il était viré parce qu'il était viré. Mais et j'ai eu un enfant. Et la réponse, c'est que c'est plus dur pour les femmes. Oui, c'est plus dur pour les femmes. Voilà. Donc, est-ce que ça fait de moi une passionnariat féministe? Non. Est-ce que c'est pour autant que j'ai pas été mal à l'aise vis-à-vis de MeToo?
Je l'ai été. Je trouvais qu'il y avait des excès, c'était un peu excessif et un peu violent. Mais est-ce que c'est plus dur pour une femme? Oui. Bonsoir. Merci pour votre intervention, Lia. Je voulais parler sur l'émission Stupéfiant. J'ai une grande admiration pour cette émission parce que je voulais savoir comment vous avez eu l'occasion de faire une interview de M. Alain Delon, comme vous savez, de M. Alain Delon, lors du reportage sur le film de Visconti, Le Guépard. J'ai vu cette émission et j'étais très très ému parce que c'était extraordinaire. Comment faire venir Alain Delon à Palerme et de parler de ce Il faut passer par un déjeuner avec Alain Delon Quand pour même. obtenir Alain Delon. Pardon. Et c'est juste, on l'a invité, on lui a demandé d'être le parrain. Il se trouve qu'il m'avait vu souvent chez Ruquier, qu'il m'aimait bien. Il aurait pu ne pas m'aimer, il ne serait pas venu. Donc j'ai déjeuné avec lui, ça s'est bien passé et il a accepté, il m'a fait cette gentillesse-là. Merci. L'autre question, l'autre personnalité aussi du cinéma, M. Maréval, Vincent Maréval, qui est aussi, en général très difficile à faire une interview. Comment vous avez aussi procédé à faire une interview de ce monsieur? Alors ça, c'est la chance, ça c'est plutôt vous avez raison, Vincent Maréval, c'est un des plus grands producteurs de cinéma français et c'est vrai qu'il est très rare dans les médias. On l'a eu parce que ça, c'est pas du tout de mon fait, c'est de la puissance de Stupéfiant. Stupéfiant devient très important dans le milieu culturel français et du coup, il avait envie de parler et il a accepté. Et voilà, une dernière question. On vous attend. Vous abusez un peu, hein? On vous attend. Ce serait bien de venir faire l'émission ici à Bruxelles pour parler aussi du cinéma belge. Mais j'ai très envie de faire une émission parce qu'une grande relation spéciale entre Belgique. le cinéma belge On a failli la faire la dernière fois. Après, faire une spéciale Belgique sans parler de la Villa en Pin, ça sera problématique pour moi, mais en parler, ce sera problématique pour moi aussi. Donc, vous voyez, c'est... Merci beaucoup. Oui. Et après, allez vous prendre des articles sur le conflit d'intérêts. Mais bon, merci.